Bonjour à tous et bienvenue dans le 18h de Public Sénat. Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Pierre-Henri. Les titres de l'actualité de ce jour, c'est lui qui tiendra la barre de la relance. Patrick Devedjian devient ministre chargé de l'application du plan dévoilé hier par Nicolas Sarkozy. Il quitte son poste de patron de l'UMP mais conserve son département, les Hauts-de-Seine. Un parti socialiste sous haute tension à la veille de son Conseil national. Les conditions du rassemblement ne sont pas réunies, disent les proches de Ségolène Royal, qui mettent en doute les méthodes de Martine Aubry. Et puis cette nouvelle édition du Téléthon, un Téléthon sous fond de crise, au moment où sont mises en œuvre les premières thérapies géniques pour lutter contre les myopathies. Et puis notre invité de ce soir, Sonia. Oui, ce soir on reçoit Corinne Lepage, présidente de CAP 21 et vice-présidente du MoDem. Voilà, et à la une de l'actualité, je vous le disais, Patrick Devedjian nommé aujourd'hui ministre de la Relance. Et oui, c'est un proche de longue date de Nicolas Sarkozy qui est récompensé. Patrick Devedjian entre donc au gouvernement. Sa tâche, coordonner l'action des différents ministères concernés par le plan de relance économique. Il a donc quitté son poste de secrétaire général de l'UMP et c'est Brice Hortefeux, le ministre de l'Immigration, autre sarkozyste historique, qui devrait le remplacer. Plan de relance toujours, le gouvernement qui espère des créations d'emplois pour 2009. Oui, Christine Lagarde estime que ce plan de 26 milliards d'euros pourrait permettre de créer 100 000 emplois. La ministre de l'économie met en avant les exonérations des cotisations pour les petites entreprises en 2008. Tout à fait, on l'a appris également cet après-midi avec ce déblocage de 3 autoroutes, des projets gelés depuis le Grenelle de l'environnement. Oui, c'est au lendemain de l'annonce du plan anticrise par Nicolas Sarkozy. François Fillon relance 3 projets autoroutiers. Les écologistes se disent inquiets de cette priorité donnée à l'automobile et dénoncent un coup de canif dans le Grenelle de l'environnement. Et ça concerne toujours les automobilistes, le pétrole tout proche maintenant du seuil des $40. Oui, et l'une des conséquences, c'est l'essence moins chère. Une bonne nouvelle pour les automobilistes, c'est déjà, les bonnes habitudes prises du temps du pétrole cher sont rangées au placard. Hélène Levert. Malgré une baisse de 35 centimes en 2 mois, l'essence reste chère dans la tête des automobilistes. Une fois que ça dépasse 1 € le gasoil, c'est cher parce que les gens ils sont référencés toujours par rapport au franc. Les fameux 6,50. On reste vigilant, puis ne serait-ce que par rapport à l'écologie, on essaye de rouler un petit peu moins. C'est-à-dire que c'est pas parce que l'essence est moins chère qu'on va changer nos comportements. Si on peut essayer d'éviter de prendre sa voiture, on le fait. Pour Arnaud Sarfati, dirigeant d'une société de covoiturage, la baisse du carburant a déjà fait son effet. Depuis 1 mois, les candidats au covoiturage se font moins nombreux. Cette baisse des inscriptions est liée à la baisse égale du coût du carburant. Donc, on avait suivi l'évolution du covoiturage avec la hausse du carburant. Là, on aperçoit le mécanisme un petit peu en sens inverse, mais quand même de façon un peu moins importante. Pourtant, signe que les comportements ont peut-être changé plus en profondeur qu'on ne le pense, la SNCF annonce une hausse de la fréquentation de ses trains de banlieue de 10% par rapport à octobre 2007. Voilà, et on le disait, les cours du pétrole qui ont perdu plus de $100, soit plus des 2/3 de leur valeur depuis leur record du 11 juillet à plus de $147. Alors comment expliquer cette dégringolade? On écoute tout de suite Jean-Marie Chevalier, spécialiste des matières premières. Bon, ça y est, 2 mouvements. Le premier mouvement s'est opéré en juin-juillet et il est manifestement lié à des opérations de spéculation. À ce moment-là intervient, et ça on ne l'avait pas tellement prévu, la crise financière qui touche l'économie réelle. La crise financière elle avait démarré avant, mais on n'imaginait pas qu'elle allait toucher l'économie réelle. Et donc la demande de pétrole, elle est touchée par 2 choses. D'une part, un niveau de prix très élevé, et d'autre part, la crise économique qui arrive et qui touche l'industrie automobile et les consommations d'essence, etc. Donc, devant ce double phénomène, spéculation à la baisse plus crise économique, les prix s'effondrent jusqu'au niveau d'aujourd'hui, $46. Voilà, retour sur le plan de relance qui sera mis en musique désormais par Patrick Devedjian avec le gouvernement qui espère beaucoup de créations d'emplois l'année prochaine. Oui, Christine Lagarde qui estime que ce plan de 26 milliards d'euros pourrait permettre de créer 100 000 emplois. La ministre de l'économie met en avant les exonérations des cotisations pour les petites entreprises en 2008. Des petites entreprises qui ont d'ailleurs plutôt bien accueilli ce plan. Élise Ecardi.
Réparer un chauffe-eau, cela demande de l'expertise. Et quand la demande explose, il faut pouvoir y répondre. Cet artisan est à la tête d'une très petite entreprise, 3 salariés, une structure très sensible aux aléas du marché. Dès qu'il y a un ralentissement du marché, on le voit tout de suite. Donc on est tenté de réduire la voilure, comme on dit. Et à l'inverse, quand le marché s'accélère, on est tout de suite sollicité davantage. Donc il faut aussi pouvoir réagir à la hausse. Et je pense qu'une mesure comme celle annoncée par M. Sarkozy peut nous aider à nous décider, en tout cas, à ne pas attendre pour embaucher. Grâce à cette mesure, Olivier Berton pourra embaucher cet artisan supplémentaire qui lui manque. Car l'objectif, c'est bien celui-là, permettre à ces entreprises de recruter dès le mois de janvier, histoire d'anticiper l'embellie annoncée au premier semestre 2009. Cette exonération sera versée à l'employeur sous forme de prime, 180 € par mois pour un SMIC. Elle coûtera 700 millions d'euros à l'État. On continue de créer de la richesse, même si nous sommes baignés dans un climat anxiogène. Ce que nous cherchons, c'est de l'oxygène. Donc c'est une mesure ponctuelle qui va certainement contribuer, du moins à maintenir les emplois et aussi à en développer, oui, très certainement. La mesure est prévue pour la seule année 2009. L'enjeu est de taille. Les très petites entreprises recrutent près de 3 millions de personnes chaque année. Politique française, l'âge de guerre n'est pas prêt d'être enterré au Parti socialiste. Oui, c'est le scénario du congrès de Reims qui ressurgit alors que la nouvelle première secrétaire du PS doit annoncer demain, lors du Conseil national, son équipe dirigeante. Le camp royal s'estime méprisé et rejette la responsabilité sur Martine Aubry. La guerre est donc de nouveau repartie entre royalistes et aubryistes. Thomas Raguet. Depuis 2 semaines, on les avait peu entendus. Hier, Martine Aubry et Ségolène Royal ont à nouveau fait entendre leur voix. Loin des querelles de personnes, il s'agissait cette fois de parler de fond, suite aux annonces du président de la République. Je voudrais dire simplement que ce soir, la France n'a toujours pas un plan de relance économique, sociale et financier à la hauteur de la crise dans laquelle elle s'enfonce. Ségolène Royal, elle, s'est rendue en Moselle, rencontrer les salariés de ArcelorMittal. Le sens de ma venue, c'est la continuité du suivi des problèmes sur lesquels je me suis engagée à la demande des salariés qui sont là. Une sortie qui prend des airs de campagne électorale, comme si la candidate malheureuse au poste de premier secrétaire continuait à jouer sa partition en solo. Ségolène Royal s'est exprimée face à des salariés, elle est allée sur le terrain voir des salariés, très bien. Martine Aubry a posé et a exposé la position du PS. Je n'ai pas senti sur le fond de divergence et je m'en réjouis. Que chacun et chacune fasse son travail d'opposition et de proposition, c'est très bien, en considérant qu'il y a un seul parti socialiste, il ne doit plus y avoir de voix discordantes. Si les 2 femmes se sont rencontrées la semaine dernière, le suspense demeure quant à l'équipe que Martine Aubry formera autour d'elle. Une équipe qu'elle annoncera demain en Conseil national et dont l'équilibre décidera de l'avenir du parti. Voilà, et on précise que le discours de Martine Aubry lors du Conseil national du PS sera diffusé demain en direct sur Public Sénat à partir de 12 h, demain donc. Premières auditions au Sénat en vue de l'examen du projet de loi sur l'audiovisuel public. Oui, et l'occasion pour le président de TF1, Nonce Paolini, de dénoncer la taxe sur les recettes publicitaires des diffuseurs privés, jugée encore trop lourde alors qu'elle vient d'être modulée. On écoute le PDG de TF1. Vous savez, TF1 cette année a annoncé une baisse de son chiffre d'affaires de 6% en fin d'année. On est en 2008. La crise produira tous ses effets en 2009, chacun le sait. Cette année, le service public a une baisse de ses recettes publicitaires qui est de l'ordre de 25 à 30%, pour des raisons liées à ses conditions commerciales et sans doute aussi aux conditions économiques. Le report ne s'est pas effectué, ni sur TF1, pas plus que sur M6 d'ailleurs. Nicolas Taverin est dans notre situation. Donc aujourd'hui, moi je considère que cette taxation, dans une période de crise économique, est un affaiblissement d'une entreprise qui compte aujourd'hui 3700 salariés. À retenir également dans l'actualité la tension qui continue de monter entre la Chine et la France. Oui, colère chinoise avant la rencontre entre Nicolas Sarkozy et le Dalai Lama, donc demain en Pologne, une rencontre qui intervient sur fond de recrudescence des appels au boycottage des produits français en Chine. Anne-Louise de Rohan. Les relations n'ont jamais été aussi tendues entre la France et la Chine. Depuis l'épisode de la flamme olympique et les émeutes à Lhasa, le Dalai Lama reste bien l'ennemi public numéro 1. La souveraineté, l'intégrité territoriale pour les Chinois, beaucoup de Chinois, c'est la garantie de notre avenir. C'est que ça que, après le 14 mars, Dalai Lama est devenu un symbole qui veut éclater la Chine. Cette fois, la Chine assure vouloir mettre ses menaces à exécution et boycotter les entreprises françaises.
Ce sont les entreprises avec lesquelles la Chine signe des grands contrats qui sont très liés aux relations d'État à État. Les grands contrats, c'est avec des entreprises comme Airbus, qui sont d'ailleurs pas françaises mais européennes, Areva, les grandes entreprises comme celles qui construisent le TGV éventuellement. Donc la France pourrait se voir évincée d'un certain nombre de grands projets, d'autant plus que la Chine a un plan de relance qui repose comme partout sur les investissements et les infrastructures. La Chine est le 9e client de la France. Elle a importé l'an dernier pour 9 milliards d'euros de produits français, principalement du matériel ferroviaire et des avions. Un scénario catastrophe donc que les industriels n'osent même pas imaginer. Bientôt le nouveau marathon du Téléthon. Alors, doit-il craindre la crise, ce Téléthon ? Lancement cette année du Téléthon sur fond donc de crise économique. La 22e édition débute ce soir et les organisateurs se disent plutôt confiants. Ils espèrent un sursaut de solidarité en cette période tourmentée. Madeleine Pradel et Elodie Lemaou. Cette 22e édition du Téléthon s'ouvre sur un immense espoir, celui de la guérison et de la thérapie sur l'homme. Car depuis plusieurs mois, une quinzaine d'enfants appelés bébés bulles, nés sans défense immunitaire, ont bénéficié d'un traitement unique au monde. Pour la première fois, on guérit des enfants, on peut dire qu'on a guéri des enfants concernés par une maladie rare, qui est une immunodéficience, donc une maladie extrêmement grave qui, en effet, porte atteinte à l'espérance de vie des enfants. Cette première médicale a été financée grâce au Téléthon français, mais aussi italien. Aujourd'hui, les enfants vont bien et peuvent enfin sortir de leur univers stérile. Ce n'est pas la seule réussite du Téléthon. Cette année, près de 500 malades participent à 23 essais thérapeutiques humains. Des essais qui concernent des maladies aussi diverses que l'infarctus du myocarde, des maladies neuromusculaires ou des maladies génétiques rares comme le vieillissement accéléré. Très coûteux, ces traitements dépendent en grande partie des sommes récoltées au cours des Téléthons organisés dans plusieurs pays européens. Pour l'Association française de lutte contre les myopathies, qui fête cette année ses 50 ans, pas question de parler de crise. Sa présidente croit toujours à la générosité des Français. Je pense justement parce que le ciel est gris, morose, triste, la crise est là. Je pense que justement les Français auront envie plus que jamais de se retrouver dans cet esprit solidaire et auront envie justement de redonner des couleurs à la France au travers de ce Téléthon. L'année dernière, le Téléthon avait finalement recueilli plus de 102 millions d'euros, soit 6 millions de plus que les promesses de dons. L'AFM espère cette année dépasser cette somme, non pas pour battre un énième record, mais juste pour poursuivre les traitements engagés. Voilà, et vous connaissez le numéro traditionnel depuis des années du Téléthon pour accueillir vos dons, le 36-37 bien sûr. Et on finit par les mauvais chiffres de l'économie américaine. Ce sont 533 000 emplois qui ont disparu au mois de novembre. Le taux de chômage s'élève à 6,7%. C'est le plus haut niveau depuis 15 ans. Et puis, le président George W. Bush qui vient d'admettre que l'économie américaine est en récession. Merci Sonia, on va parler d'écologie dans quelques instants avec notre invitée, Corinne Lepage, présidente de Cap 21 et vice-présidente du Modem. À tout de suite. Corinne Lepage, bonsoir. Bonsoir. On commence par un mot sur la crise et le plan de relance de Nicolas Sarkozy. Pour François Bayrou, il est insuffisant. Qu'aurait-il fallu faire de plus selon vous ? Oui, c'est vrai qu'on est un petit peu déçus. D'abord parce que l'aspect social est quand même peu marqué. Et ensuite, alors, si je dirais ma fibre verte, moi je trouve dommage qu'on n'ait pas mis le paquet sur tout ce qui était les écotechnologies, les nouvelles technologies, et plutôt que d'aller mettre de l'argent pour accélérer le nucléaire ou les autoroutes, je pense qu'on aurait été beaucoup mieux inspiré de favoriser la recherche et le développement sur les nouvelles technologies, d'aider les PME innovantes et de favoriser ce que j'appellerais la reconversion écologique auquel les industries du XXe siècle vont devoir faire face. Voilà, donc je suis un petit peu déçue de cette orientation générale. Une relance par l'écologie, en quelque sorte, vous auriez espéré. Oui, et puis c'est vrai qu'en réalité, derrière les 26 milliards, il n'y a que 4 milliards nouveaux. Le reste, ça existait déjà, c'est une anticipation, mais il n'y a rien de franchement nouveau. Alors on a vu Nicolas Sarkozy a privilégié l'investissement au détriment peut-être d'une relance par la consommation. Est-ce que ce choix stratégique, néanmoins, il est bon pour vous ?
Je pense que c'est très important d'encourager l'investissement plutôt que la consommation. Mais il faut quand même voir que beaucoup de nos concitoyens sont dans une situation financière catastrophique et que d'aider le pouvoir d'achat des gens, indépendamment des questions de consommation, m'apparaît quelque chose de fondamental. Il ne faut jamais oublier que derrière la crise que nous vivons, il y a une crise liée à la répartition des revenus qui s'est faite totalement en faveur du capital et au détriment des salariés depuis une vingtaine d'années. Donc nous avons également ça qui est sur la table. Oui, alors on en a parlé dans le journal, François Fillon qui vient d'annoncer le déblocage de 3 projets autoroutiers. Bien sûr, c'est une bonne nouvelle pour les entrepreneurs du bâtiment. Est-ce que ça ne va pas à l'encontre du Grenelle de l'environnement? Si, complètement. Et les entrepreneurs du BTP, ils peuvent aussi gagner leur vie à faire du TGV ou à faire des bâtiments à basse consommation. De TGV, oui, j'entends bien, sauf que c'est pour dans très très longtemps. Moi, je pense que c'est une erreur historique que de continuer à encourager la route et l'autoroute. Votre reportage de tout à l'heure montrait que malgré une baisse massive du prix de l'essence, les comportements des Français n'ont absolument pas changé à due concurrence. Je crois que chacun a compris que nous sommes entrés dans une autre société. Et le fait d'encourager à nouveau la voiture, et ce au détriment de cette nouvelle économie, me paraît un très mauvais choix. Alors nous avons avec nous au téléphone Christian Gérondeau, le président de la Fédération des Automobiles Clubs. Christian Gérondeau, bonjour. Bonjour. Vous venez certainement d'entendre les propos de Corinne Lepage à propos de ce déblocage de ces 3 projets qui étaient dans les cartons de construction d'autoroutes. Parallèlement, on a appris aujourd'hui que le pétrole était au plus bas. Est-ce que vous êtes aujourd'hui un homme heureux, Christian Gérondeau? Écoutez, je suis, en tant que représentant des automobilistes, effectivement satisfait du déblocage de ces 3 projets. Nous avons un maillage autoroutier qui permet à notre pays de fonctionner. Il ne faut pas oublier que 9 déplacements sur 10 se font en voiture et que la plupart de nos marchandises sont transportées par camion. Et donc il faut compléter ce maillage et c'est finalement assez peu de choses. Ces 3 projets, c'est une bonne chose, mais la manne essentielle va aller à des projets ferroviaires. Donc je ne crois pas qu'on puisse accuser le gouvernement d'être déséquilibré. S'il l'est, c'est plutôt dans l'autre sens. Et il est indispensable pour les régions concernées de faire ces projets. Donc c'est une bonne chose à la fois pour l'économie immédiate, parce que ça va donner du travail, mais aussi pour le fonctionnement futur du pays. Corinne Lepage. Oui, enfin moi je suis tout à fait opposée au test de Monsieur Gérondeau qui considère qu'il ne faut surtout pas s'occuper du changement climatique et attendre que les Chinois le fassent et quand ils l'auront fait, on pourra peut-être s'en préoccuper. Tout ceci me semble vraiment s'assimiler à la politique qu'on aurait pu poursuivre au début du XXe siècle en aidant les fabricants de bougies et en décourageant ceux qui préparaient l'électricité. Pour moi, c'est à peu près la même chose. Écoutez, je crois qu'il faudra expliquer à nos compatriotes que les voitures, ça ressemble aux bougies. Moi, je pense que les voitures, c'est indispensable, que ça rend beaucoup de services. Les camions aussi, et que c'est une excellente chose qu'on complète. Bien sûr, Monsieur Gérondeau, vous avez raison. Plus on en met sur les routes et plus on est content. Des populations concernées par ces 3 projets, et je m'en réjouis pour elles. Eh ben c'est bien. Oui, mais vous voyez bien, plus on met des camions sur les routes, plus on est content, plus il y a de la pollution, et mieux c'est. Voilà, donc je ne peux évidemment pas être d'accord avec ce type de discours. Christian Gérondeau, une dernière question. Vous y croyez à la voiture électrique? Le choix de nos dirigeants, c'est le choix des utilisateurs, et c'est pas par hasard si la plupart de nos compatriotes choisissent la voiture pour se déplacer et le camion pour transporter nos marchandises. C'est que c'est quelque chose qui est à la fois rentable, commode et finalement dans l'intérêt économique du pays. Merci beaucoup Christian Gérondeau d'avoir été avec nous pour réagir aux propos de Corinne Lepage. Madame Lepage, on le sait, en ce moment c'est la dernière ligne droite des négociations européennes sur le plan climat européen. Alors, il faudrait envoyer M. Gérondeau, je pense qu'il apprendrait des choses. Alors il va apprendre certainement des choses dans les minutes à suivre. Les objectifs sont ambitieux. 20% de réduction des gaz à effet de serre, 20% de plus. Des économies, des énergies renouvelables. 20% d'énergie, enfin l'Europe, c'est le paquet de climat-énergie. Alors 3 objectifs ambitieux, oui. 20% de réduction des émissions de gaz à effet de serre, 20% d'utilisation des énergies renouvelables et 20% d'efficacité énergétique en plus. Mais des pays européens divisés. Alors, nous avons le problème de la Pologne, effectivement, qui bloque puisqu'elle a une économie charbonnière. J'espère bien qu'on va trouver un accord, d'autant plus que M. Obama, manifestement, ne va pas avoir, et Dieu merci, la politique de son prédécesseur, et qu'à partir du moment où les Américains vont vraiment se lancer pleinement dans cette orientation, les Chinois vont suivre. Je voudrais juste attirer l'attention sur un point. Ce serait quand même dommage
que l'Europe, après avoir été le promoteur un peu seulé depuis 10 ans, des efforts en faveur de lutte contre le changement climatique, ne puisse pas aujourd'hui récolter les fruits industriels de cette politique. Or, il est clair que si on traîne des pieds, et je trouve qu'on le fait un peu trop dans notre pays à nous, si on traîne des pieds, c'est l'industrie américaine, c'est l'industrie chinoise qui vont remporter tous les marchés sur ces nouveaux créneaux, ce serait quand même dommage. Comment vous expliquez que quelqu'un comme Angela Merkel, qui était vraiment favorable à la lutte contre le changement climatique, comment vous expliquez que l'Allemagne traîne des pieds aujourd'hui ? Ça dépend sur quoi. C'est la crise. Ça dépend sur quoi. L'Allemagne a traîné des pieds sur l'affaire du nombre de grammes par CO2 kilomètre parce que l'industrie automobile allemande, ce sont des grosses voitures. Mais sur le reste, j'aimerais bien que la France en soit au même niveau en ce qui concerne les entreprises leaders dans l'éolien, en ce qui concerne les entreprises leaders dans le photovoltaïque, par exemple. Nous avons beaucoup à apprendre. Quant aux Anglais, M. Brown a lancé il y a 3 jours un plan très ambitieux qui est à 40% de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour 2020 avec des plans quinquennaux. Vous voyez que nous en sommes très loin. Mais vous n'avez pas l'impression quand même que la crise reprend le dessus sur les ambitions écologiques ? Tout dépend de savoir comment on considère le sujet de l'écologie. Si effectivement on considère que c'était de la cerise sur le gâteau et que c'est un luxe, effectivement la crise économique l'emporte. Si, comme moi, on considère que c'est de la priorité des priorités et que la relance doit être utilisée pour répondre à la fois à la crise économique et à la crise climatique, alors il n'y a pas de choix. Corinne Lepage, qu'est-ce que vous attendez concrètement de Nicolas Sarkozy, président en exercice de l'Union européenne? Demain, il se rend en Pologne. Écoutez, j'espère qu'il va convaincre la Pologne d'accepter le paquet climat-énergie et que la présidence française puisse être marquée par ce succès. Il est clair que si nous n'arrivions pas à un accord et un accord correct, ce serait un pan entier de ce que souhaitait le président de la République pour cette présidence qui s'effondrerait. Donc vraiment, je ne le souhaite pas. Eh bien, on va poser la même question à Marie-Christine Blandin qui est avec nous au téléphone. Merci d'être avec nous au téléphone, Madame Blandin. Je rappelle que vous êtes sénatrice verte du département du Nord. Est-ce que vous faites confiance à Nicolas Sarkozy pour régler les problèmes écologiques de l'Europe aujourd'hui? Écoutez, c'est pas une question de confiance, c'est que l'état de la planète mérite que chacun y mette son énergie. Donc, quand il promeut des choses qui vont dans le bon sens, nous faisons tout pour que ça ne soit pas des promesses ou des mensonges. Voilà. Et nous attendons sérieusement que des bonnes décisions soient prises au niveau européen. Au niveau français aussi, et j'avoue que le relancement des projets autoroutiers, c'est vraiment à attraper la nausée, quoi. On se dit le Grenelle, la mousse, les débats et tout ça, et d'un seul coup, le vent tourne et on retourne aux vieilles pratiques. J'entendais le lobbyiste vous dire les gens aiment la voiture, il faut les laisser faire. Eh ben oui, et les gens aiment bien le sucre, il faut tous les laisser devenir obèses. Voilà. Il y a des fois des choix qui sont faits contre l'intérêt public, contre la santé des générations futures, et il est fondamental que le politique prenne ses responsabilités. En la matière, le gouvernement était en dessous de tout. Marie-Christine Blandin, sans forcément retourner à des comportements archaïques, est-ce que vous pourriez admettre ou comprendre une pause dans la lutte contre le réchauffement climatique en raison de cette crise économique? Non, pas du tout, parce que les emplois d'aujourd'hui et de demain, là, tout de suite, à portée de main, se trouvent dans les nouveaux modes de transport, dans les économies d'énergie qui créent infiniment plus d'emplois que les dépenses à considérer. Et si nous en sommes là aujourd'hui avec une industrie automobile qui tousse, c'est tellement, elle a été ringarde. Moi, j'ai honte des grands leaders de l'automobile en France parce que leur moteur à explosion, il a plus de 100 ans et ils nous ont rien inventé de plus à part les autoradios embarquées. Il n'empêche que l'industrie automobile crée des emplois, Madame Blandin. Elle en crée beaucoup moins qu'elle n'aurait pu les créer, car les emplois qu'elle a créés ne sont pas des emplois durables. Et je plains les salariés qui sont victimes de l'archaïsme, du manque d'innovation de leurs patrons, de leurs cellules développement, de l'investissement dans la recherche. C'est nous, aujourd'hui, qui devrions être à la pointe de motorisation hybride, de motorisation électrique avec recharge, comme on l'a fait dans le Nord-Pas-de-Calais, avec des panneaux photovoltaïques sur les toitures. On n'est même pas dépendant du nucléaire quand on fait ça. C'est possible, on en a fait la démonstration et les pétroliers résistent. C'est
c'est vraiment triste pour les générations futures. Marie-Christine Blandin, aujourd'hui et demain à Lille, eh bien c'est le congrès des Verts, hein, de vos amis écologistes, des Verts qui plaident désormais en faveur d'une décroissance économique. Est-ce que cette idée, ce concept de décroissance économique est un véritable projet de société qui est réaliste aujourd'hui ? Écoutez, nous, on est dans l'écologie populaire dans le Nord, hein, bassin minier, textile. Alors les gens, la décroissance, ils appellent plutôt ça arrêtons le gâchis. Et ça me semble fondamental. Ralentissons notre empreinte écologique. Cessons de gâcher l'avenir de nos enfants, de compromettre les ressources. Voilà ce que nous appelons la décroissance de l'empreinte écologique. Vous savez, la décroissance, c'est comme la croissance. Ça ne se décrète pas. Ça se construit par la sobriété, un ensemble de comportements, des poubelles qui regorgent moins de ressources, des réductions à la source, et je le précise, à confort égal. Parfait. Une dernière question, Marie-Christine Blandin. Est-ce qu'on peut vraiment parler de décroissance à des gens qui sont au chômage technique ? Eh bien, c'est bien pour ça que ce mot, je le réexplique sur arrêtons le gâchis, allez vous balader dans les magasins, dans certains arrondissements de Paris, vous allez voir des pochettes pleines, des caddies pleins, ça regorge de luxe, plus il y a de pauvres, plus il y a de riches. Je pense que revisiter la décroissance, c'est aussi mieux comprendre une juste répartition, le partage et l'arrêt de l'exploitation sans confort de ressources qui seront demain indispensables. Merci beaucoup Marie-Christine Blandin d'avoir été avec nous. Corinne Lepage, quelques questions politiques pour terminer. Vous observez, j'imagine, attentivement ce qui se passe au sein de la direction du Parti Socialiste et au Conseil national qui se tiendra demain. Il semblerait que dans le texte que Martine Aubry a transmis aujourd'hui même à ses amis socialistes figurerait textuellement le refus de toute alliance avec le MoDem dont la politique serait aux antipodes d'une politique socialiste. Comment vous réagissez à cette phrase ? Bon, écoutez, si Madame Aubry a écrit cela, il faudra qu'elle nous explique pourquoi elle a des modems dans son conseil municipal à Lille. Ce serait intéressant de comprendre si on est vraiment aux antipodes de ce qu'elle pense. Bon, écoutez, c'est son problème, j'allais dire. Si le socialisme vire au sectarisme, eh bien, il faudra qu'il l'assume. Je pense que ça ne correspond absolument pas à ce que nous avons à construire, demain, qui appellera évidemment des rassemblements importants. Donc voilà, je pense que c'est une erreur, mais bon, chacun fait ses choix et doit les assumer. Corinne Lepage, les élections européennes approchent. Première question, est-ce que vous êtes candidate? Et deux, pourquoi avoir refusé le rassemblement avec Daniel Cohn-Bendit pour son mouvement Europe Écologie? Alors, écoutez, nous sommes dans un mouvement démocratique et ce sont les militants qui donnent qui ne décident pas, mais enfin qui donnent très franchement leur avis sur les têtes de liste. Donc oui, je suis candidate à la candidature. Ensuite, on verra. Pourquoi est-ce que j'ai dit non à Daniel Cohn-Bendit? Pas parce que je suis aux antipodes de ce qu'il pense. Je dirais que le texte qu'ils ont préparé, j'aurais pu le signer. C'est plutôt pour deux autres raisons. La première, c'est qu'il m'apparaît difficile d'arriver à un programme qui tienne la route avec José Bové. Oui. Je dirais que la vision que j'ai de ce que doit être le développement économique est franchement différente de la sienne. Et par conséquent, il m'apparaîtrait y avoir une certaine manipulation de l'opinion en laissant supposer que nous sommes d'accord sur tout. C'est pas possible. La seconde, c'est que le fait que CAP 21 soit parti fondateur du MoDem et que nous soyons au sein du MoDem signifie que nous construisons sur le moyen et le long terme et que, pour ma part, je souhaite et je fais en sorte que le MoDem devienne le parti du développement durable. Parce que même si le MoDem vient de l'UDF, la base du MoDem aujourd'hui est faite de gens qui sont convaincus que c'est là la troisième voie. Et par conséquent, je suis à l'aise pour mener précisément ce combat. À partir du moment où j'ai la liberté d'exprimer et de défendre ce point de vue et de travailler à ce que le mouvement auquel j'appartiens devienne ce parti du développement durable, je n'ai aucune raison de ne pas y être. Il nous reste une minute, Madame Lepage, pour conclure ce journal. Il y a le British Medical Journal qui a publié une étude très intéressante aujourd'hui sur le bonheur qui serait contagieux et qui pourrait se propager par vagues. Alors, est-ce que la politique, par exemple, peut rendre heureux? Écoutez, je pense que ça peut rendre euphorique.
à certains moments, je ne suis pas persuadée que cela rende heureux. Personnellement, si j'ai mené 2 vies de front, sauf les 2 ans où j'ai été ministre, c'est parce que je trouve que dans la politique, il y a quelque chose de très asséchant et de très séparatif du reste de la société, que moi j'aime les gens, j'aime être au sein de la société et je ne trouverai pas mon bonheur à ne faire que de la politique, même si j'ai des moments de satisfaction ou d'insatisfaction. Je dirais que pour moi, le bonheur, c'est celui que j'ai avec ceux que j'aime avant tout. Et je pense que pour beaucoup, c'est comme ça. Merci beaucoup, Madame Lepage, d'avoir été avec nous. Sonia, c'est la fin de ce journal. À suivre, bien sûr, Bibliothèque Médicis, Jean-Pierre Elkabbach et ses invités. On parle ce soir de ces siècles formidables que sont le XVIIIe et le XIXe siècle. Très bonne soirée à tous, très bon week-end sur Public Sénat.